Salut les filles. Salut Mademoiselle Bonbon. Salut. Vous êtes propriétaire d'une boutique de bonbons. Oui. Ensemble, on va répondre à la question de Victorine. Elle a 24 ans et elle se demande comment connaître les composés à l'intérieur des bonbons. Ok. Bon, alors, si Victorine achète un paquet de bonbons dans une grande surface, Ouais. ou peu importe, c'est très simple, il suffit qu'elle retourne le paquet et effectivement, elle va voir qu'il y a tout un tas de choses dans un bonbon. Hein. Après, d'une manière générale, vous allez avoir les enrobants, parce que le bonbon est souvent... Parfois, pas tout le temps, ça dépend des familles. Vous allez avoir les arômes, éventuellement des colorants, s'il y en a, parce que c'est pas automatique. Ouais. Mais vous avez le descriptif qui est obligatoire et qui est systématique sur au dos de tous les paquets de bonbons, parce que c'est la norme, parce que c'est comme ça, ce sont des produits qui C'est sont comme ça. normés. Donc on peut vérifier par exemple que Voilà. ça comporte pas de graisse animale. des choses Absolument, comme ça, tout en sera fonction marqué. de- Tout sera marqué. À partir du moment où c'est marqué gélatine, par exemple, parce Ouais. que c'est quand même le sujet qui peut C'est ça. préoccuper, si c'est pas précisé de quoi, par défaut, ce sera gélatine de porc. Donc voilà, parce que Voilà, en faut le fonction de savoir. sa religion. Parce que historiquement, quand les bonbons gélifiés, donc gélifiés à base de gélatine, sont arrivés sur le marché dans les années 80, bah, c'était de la gélatine de porc parce que c'était culturellement comme ça. Ouais. Depuis maintenant, on fabrique des bonbons avec de la gélatine de bœuf, Ouais. halal, à la place de la gélatine de porc pour pouvoir répondre à une demande. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, évidemment que c'est précisé. Donc si c'est juste marqué gélatine, c'est par défaut, ça veut dire gélatine de porc. Important à savoir si voilà pour ceux que ça intéresse en fonction de leur religion. Maintenant, si on achète un bonbon dans votre boutique par exemple, comment c'est? On vous demande? Alors, on me demande, et effectivement, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai fait, parce que c'est logique qu'on puisse pouvoir trouver une solution pour pouvoir répondre à ces questions, parce qu'on me pose souvent la question, parce qu'il y a effectivement des gens qui veulent savoir s'il y a la gélatine de porc, Ouais. ou ici, une catégorie de la clientèle qui ne veulent pas de gélatine de bœuf, aussi. Oui, ben oui. Donc, en fait, dans le magasin, c'est organisé. Il y a un bar, on va dire, halal, donc sans gélatine de porc. Ouais. Il y a un autre bar à bonbons. Et puis après, j'ai sectorisé des bonbons où il n'y a pas du tout de gélatine, parce que vous avez aussi Et oui. des gens qui Ils sont peut-être allergiques. végétariens. Ou végétariens, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, il y a des petites pastilles, on peut les reconnaître. Et la gélatine végétale, ça n'existe pas? Alors, ça existe, mais pas dans l'industrie du bonbon. Je pense que peut-être que ça viendra, mais c'est toujours pareil. Après, il faut que ce soit industriellement rentable. Donc, il faut que les quantités derrière soient justifiées pour qu'ils changent le mode de fabrication. Ça me vient comme ça parce que on parle souvent de l'agar-agar, c'est à la mode en ce moment, c'est Oui. une sorte de gélifiant. Ça n'existe pas dans les bonbons. Alors, pas dans les bonbons, pas Non. de façon industrielle. C'est pareil, ça va être très confidentiel dans des réseaux de distribution très réduits et qui ne permettent pas de proposer après des bonbons Des prix, au prix que le oui. bonbon devrait être. Quoi. Un bonbon, ça doit être accessible Abordable pour à tout le monde, surtout Ouais, aux petits bouts, absolument. comme vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Bonjour les filles, bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Pascal, tu es gérante de la société Les Bilingues, les petits bilingues. Petit bilingue, oui. Et nous avons Jeanne qui nous a envoyé une question, à savoir si l'enseignement dans un établissement privé est nécessaire lorsque déjà les enfants enseignent une deuxième langue ou une langue première, comme on a l'anglais beaucoup, dans un établissement scolaire basique. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre de façon très claire et très précise à Jeanne. En fait, il faut penser en termes d'exposition à la langue, vraiment l'exposition à l'oralité de la langue anglaise. Dans le cadre scolaire, les enfants, et ça ce sont les statistiques qui le prouvent, entre le démarrage de l'anglais au niveau 6e ou peut-être un tout petit peu avant, et le moment où ils quittent l'école, quand ils ont le bac en poche, les statistiques sont très claires. Les enfants ont à peu près 8 heures de temps où ils vont vraiment s'exprimer. Donc 8 C'est heures, vraiment très peu sur un cursus scolaire qui part de la 6e au bac. Voilà, c'est Ça fait extrêmement quand peu. même 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, Oui. première, terminale. Voilà. En 7 ans. Alors, il faut pas oublier Donc, que très les peu. écoles, les classes sont souvent surchargées, que les moyens sont restreints, que ce sont une organisation d'enseignement qui est quand même basée sur plus d'académique, beaucoup plus sur la lecture, sur le livre, sur l'écriture. Le fait de pouvoir donner à son enfant l'occasion d'aussi faire de l'anglais par ailleurs ne peut être
que bénéfique. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, les sessions d'anglais sont organisées de façon totalement différente, avec évidemment un minimum d'enfants par groupe. Donc, on se retrouve avec une occasion de s'exprimer qui est multipliée Peut-être par aussi 100. davantage d'attention du professeur pour ses élèves. Absolument. Donc, quand on est 10 dans un cadre agréable et qu'on est avec quelqu'un qui est vraiment un anglo-saxon, que les programmes sont conçus pour que les enfants interagissent, pour que les enfants aient du vrai qualitatif. C'est-à-dire qu'on ne se base pas que sur le fait de s'amuser. C'est très bien de s'amuser, mais il faut s'amuser et il faut que derrière, il y ait une vraie colonne vertébrale, que ce soit pertinent. Il faut impérativement, si on le peut, encourager les enfants à faire plus d'anglais que ce qu'ils ont à l'école. C'est leur donner plus de cartes en main pour pouvoir faire face aux enjeux après le bac et surtout l'enjeu de l'examen du bac. Mais surtout la facilité de s'exprimer davantage. Et puis se sentir chez soi dans une langue qui est devenue incontournable et qui fait de nous des citoyens du monde. Salut les filles. Bonjour Florence. Bonjour. Florence, tu es gérante d'un institut de beauté. C'est bien cela. Donc tu es bien placée pour répondre à Malika. Oui. Elle a 19 ans et elle se demande ce que c'est qu'un soin à la paraffine. Alors un soin à la paraffine vient en général pour compléter une beauté des mains ou une beauté des pieds. Ça servira par le biais de la chaleur pour faire pénétrer les principes actifs de la crème. Donc le but est de regorger les mains ou les pieds de nutriments qui va permettre justement de soulager, ça peut être des douleurs ligamentaires, ça peut être tout simplement des crevasses au niveau des pieds par exemple. Donc on va apporter les principes actifs très profondément dans la peau. Donc ce qui fait comment que ça marche? Alors c'est un soin qui fait penser un petit peu à la cire de bougie. Vous voyez quand vous faites couler de la cire de bougie, donc on va au préalablement vous préparer les mains ou les pieds pour une technique bien précise, couper les ongles et repousser les peaux. Vous appliquez un masque, on va modeler légèrement un peu et ensuite vous faire tremper dans un bain chaud, tiède, de paraffine. Donc c'est cette quoi la paraffine? C'est un dérivé du pétrole qui n'a aucune action, quoi que ce soit. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Ça n'a aucun pouvoir de pénétration, mais il va agir comme une papillote, un petit peu comme quand vous faites votre poisson papillote, d'accord? Le but c'est de faire bien pénétrer les principes actifs, les origans, le thym, etc. Donc là c'est un peu, voilà, là c'est un petit peu le même principe, sauf que là la crème elle va rentrer très profondément dans l'épiderme. Donc il va faire comme un petit cocon chaud tout autour. Ensuite, il suffira juste de décoller un peu et de tirer. Et là, vous avez ça durcit, ça fait vraiment comme de la cire de bougie en fait. Et vous enlevez, ça permettra tout simplement de renourrir, repulper les mains ou les pieds. Et ça se fait que sur les mains et les pieds? Que sur les mains et les pieds. À une époque, c'était utilisé par les médecins pour l'arthrite. Donc c'est souvent conseillé pour les personnes âgées qui souffraient d'arthrite ou vraiment de grosses douleurs ligamentaires. Cette technique est un peu perdue et du coup récupérée par les esthéticiennes qui le font donc dans un but soin de détente, d'hydratation, de nutrition. Et de relaxation bien évidemment. Voilà, et ça réactive aussi la circulation veineuse. Oh bah voilà. Voilà, comme c'est ça magique. c'est fait. Merci beaucoup Je vous en Florence. prie. Bye bye les filles. Bonjour Juliette. Bonjour Stéphanie. Juliette, nous avons aujourd'hui Patricia qui a 21 ans, coucou Patricia, qui nous pose la question à une experte de la mode, à savoir quelles sont les tendances 2014-2015. Les tendances 2014-2015, en fait, la jupe longue reste toujours d'actualité. D'accord. Donc on laisse tomber le court. Il y aura toujours du court, des dames qui préfèrent porter du court, mais le long est magnifique, très conseillé cet été. Et puis vous avez les couleurs, le rose, du rose pétillant au rose fuchsia, qui est très tendance, l'orange, qui... Toujours au top 50. Toujours au top 50. Notez bien les filles, oubliez pas. Faut garder l'orange puisque ça a tendance à apporter une touche colorée à la couleur hivernale et c'est vraiment beau, c'est magnifique. Le caramel, qui est très élégant, ça reste toujours d'actualité. Faut l'avoir absolument dans votre garde-robe. Que ce soit veste, pantalon, tailleur, franchement c'est super beau. Très bien, donc oubliez pas les filles, ok. Donc voilà pour les couleurs. Et puis il y a aussi du blanc.
le blanc, mais il faut savoir le porter le blanc, faut pas qu'il y en ait trop, que ça fasse pas bonhomme de neige, mais au moins avec des accessoires, les accessoiriser. Alors on mixte le blanc avec le camel, le rose dragé, le orange. Voilà, oui. Très bien. En fait, le blanc, l'avantage c'est une couleur qui passe avec tout. Donc on peut vraiment le mixer, mais faut vraiment éviter l'effet bonhomme de neige. Trop blanc avec une touche de couleur. Il faut pas oublier le kaki. Ah, le kaki, qui reste, Juliette. Le kaki, c'est super. En plus, ça s'adapte à toutes les teintes de peau. Et c'est vraiment conseillé. Ça reste d'actualité, le kaki. Très bien. Faut le garder. Et alors, la tendance, accessoires. Qu'est-ce qu'on conseille aux filles ce soir? Pour les accessoires, les colliers ras de cou, c'est très tendance. Faut porter du ras de cou, comme tu en as là, Stéphanie, qui est très magnifique d'ailleurs. Merci. Donc après il faut savoir marier avec en fonction des vêtements, de la couleur, qui est quand même une touche que ce soit adapté. Donc en fait les sautoirs ne sont plus à la mode. Je fais ça parce que les sautoirs descendent au creux de la poitrine. Ça reste toujours, ça dépend du vêtement qu'on va porter. Très bien. Parce que si on a une petite robe classique, tout simple, sobre, bon le sautoir il passe très bien. Mais c'est vrai que le ras de cou c'est très tendance. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour Stéphanie. Christelle, je te présente les filles. Les filles, je vous présente Christelle. Christelle, c'est notre psychologue de secret de filles. Christelle, nous avons aujourd'hui Julie. Julie, elle en a marre d'aller en cours. D'accord. Parce qu'en fait, ça l'intéresse plus. Elle sature. Et en fait, elle a 12 ans, Julie. D'accord. Oui, elle est Voilà, toute jeune, Julie, elle a 12 ans. Et en fait, quand elle va à l'école, elle en a marre. Alors, Là, ça l'intéresse pas. Quoi. ben oui, je comprends bien, effectivement, mais bon, Julie, tu le sais, à 12 ans, l'école est encore obligatoire. Voilà. Mais là, quand même, on peut clairement se poser des questions pour toi, parce qu'il faut t'aider. Il faut absolument pas te laisser dans cette situation-là de t'ennuyer et puis de décrocher complètement. Le risque, c'est que tu loupes ta scolarité, tu loupes ton avenir parce que tu t'ennuies. Donc là, quoi faire? Eh bien, écoute, c'est simple déjà, dis-le à tes parents. Je pense que c'est surtout aux parents à prendre la responsabilité de ce genre de choses. Voilà, mais il faut que les parents soient au courant. Ah oui. Parce qu'ils peuvent très bien ne pas savoir ce que leur enfant vit. Exactement. Donc il faut que tu en parles à ta maman. Il faut, c'est impératif. Ou alors au professeur. Il y a un professeur en qui elle a confiance, qu'elle aime bien, elle lui en parle. À 12 ans, elle est en... ça doit être 5e, 6e ou 5e. 5e, je suppose. Et donc là, il faut absolument qu'elle s'adresse à un adulte parce qu'il y a des possibilités de l'aider. Alors l'aider, ça va être lui proposer éventuellement un saut de classe si elle a un très bon niveau. Et pour ce faire, c'est toute une procédure, c'est tout un processus à mettre en place avec les parents et avec l'école, le collège en l'occurrence. Il va falloir qu'elle puisse passer un bilan pour savoir si elle a des aptitudes particulières. Donc c'est une échelle d'intelligence qui est spécifique. Ce qu'on appelle l'analyse du QI, c'est ça? Alors c'est ça, sauf que c'est pas vraiment le QI qu'on analyse, ça va être davantage les aptitudes intellectuelles. Ah, effectivement, on parle de QI, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça va vraiment permettre de voir où se situent ses compétences et si oui ou non elle a la possibilité de passer à un niveau supérieur ou d'avoir un programme adapté par rapport à sa classe. Donc il faut là vraiment qu'elle fasse confiance en adulte. Et puis il faut que tu saches, Julie, qu'il y a d'autres jeunes qui sont dans ton cas, qui vivent la même chose. Il faut qu'elle sache qu'il y a des possibilités de l'aider, de l'accompagner. Donc surtout lui dire qu'elle n'est pas seule. C'est ça. Oui. Et ce n'est pas une galère d'aller à l'école. Exactement. Il faut qu'elle retrouve l'envie de prendre son sac à dos et de partir au collège. Et de trouver ce qui lui plaît vraiment. Voilà, d'adapter... pour la suite. Voilà, d'adapter son niveau à ses capacités. Exactement, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Christelle. Julie, j'espère que tu as bien tout noté. La priorité, c'est d'en parler à ta maman. On est bien d'accord? Oui, c'est ça. C'est que tes parents soient au courant.